Donne ton appartement à Lucas. L'ordre de mon père a tranché net à travers le bruit de la réception. Nous étions au mariage de mon frère, et mes parents venaient de me coincer derrière un arrangement floral opulent. Quand j'ai refusé, la main de mon père a claqué contre ma joue. Le son a résonné dans toute la salle, devant 200 invités. J'ai senti le choc, la douleur, mais par-dessus tout, une clarté glaciale. J'ai esquissé un sourire et j'ai murmuré pour moi-même, « Vous venez de me perdre pour toujours. » Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette gifle n'était pas une fin, mais le commencement de leur propre chute. Si vous avez déjà été trahi ou sous-estimé par ceux qui auraient dû vous aimer le plus, abonnez-vous tout de suite. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Croyez-moi, savoir qu'on n'est pas seul dans cette épreuve, ça change tout. Maintenant, laissez-moi vous raconter en détail comment cette humiliation publique est devenue ma plus grande force. Le mariage se déroulait dans un château somptueux de la région lyonnaise, un de ces endroits qui semblent tout droit sortis d'un conte de fées. Les murs de pierre centenaire étaient ornés de guirlandes de roses blanches, et des milliers de petites lumières scintillaient dans les arbres du parc à la tombée de la nuit. Tout était parfait, trop parfait. Mon frère, Lucas, était resplendissant dans son smoking sur mesure, un sourire éclatant aux lèvres. Sa nouvelle épouse, Sophie, flottait dans une robe de créateur qui avait coûté plus cher que ma première voiture. J'étais assise au deuxième rang, portant une robe en soie bleu nuit que je m'étais offerte pour l'occasion, un effort conscient pour leur montrer mon soutien, pour jouer mon rôle dans cette mascarade familiale. J'avais même porté un toast sincère, rempli de vœux de bonheur, bien qu'on m'ait relégué au rang de porte-parole de la famille, plutôt que demoiselle d'honneur. Une place, selon ma mère, plus appropriée pour quelqu'un d'aussi indépendant. L'air était doux, parfumé par les milliers de roses et de lys qui décoraient les lieux. Pendant le cocktail, alors que les invités riaient et que le champagne coulait à flots, j'admirais une sculpture de glace monumentale représentant 2 cygnes enlacés. C'est à ce moment que mes parents m'ont isolée. L'odeur sucrée des fleurs est soudainement devenue étouffante, presque nauséabonde. « Chloé, nous devons te parler de quelque chose d'important », a commencé ma mère. Sa voix était mielleuse, le ton qu'elle utilisait toujours avant de demander quelque chose d'impossible. Mais ses yeux, eux, étaient froids comme un hiver lyonnais. Elle serrait sa flûte de champagne si fort que je craignais qu'elle n'explose entre ses doigts. Mon père a ajusté son nœud papillon, un geste nerveux qui trahissait toujours son malaise avant de lâcher une bombe. Lucas et Sophie ont besoin d'un endroit où vivre après leur lune de miel. Il a fait une pause, me jaugeant, attendant ma réaction. Ton appartement sur les quais du Rhône est bien trop grand pour une seule personne, a-t-il affirmé, non pas comme une opinion, mais comme un fait établi. Ils vont fonder une famille. Toi, tu ne fais que travailler tout le temps, tu n'es jamais là. J'ai ri, un rire court et nerveux, pensant à une mauvaise blague. Très drôle, papa. Vous m'avez fait peur. C'est là que ma mère a attrapé mon poignet. Ses ongles manucurés, d'un rouge sang, se sont enfoncés dans ma peau. Ce n'est pas une blague. Nous leur avons déjà promis. Ne sois pas égoïste, Chloé. La famille passe avant tout. Sa poigne s'est resserrée quand j'ai essayé de me dégager, laissant des marques rouges en forme de croissant de lune sur mon bras. La réalité de la situation m'a frappé de plein fouet. Ils étaient sérieux. Cet appartement est à moi. J'ai travaillé 16 heures par jour pour l'avoir. Je l'ai payé avec mon propre argent. Je ne vais pas le donner simplement parce que Lucas est incapable de s'offrir son propre logement, ai-je dit, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Le son du quatuor à cordes jouant du Vivaldi semblait s'effacer au loin, alors que le sang me montait aux oreilles. Le visage de mon père s'est assombri, ses joues prenant la même teinte que le vin rouge dans son verre. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses? Fait pour moi, ai-je répété, un rire amer et incrédule m'échappant. J'ai cumulé 3 emplois pour payer mes études pendant que vous financiez l'école de commerce privée de Lucas. Je vivais dans un studio avec de la moisissure noire sur les murs pendant que vous lui achetiez un scooter neuf pour son anniversaire. Qu'avez-vous fait pour moi, exactement? Il ne m'a pas répondu. Il m'a suivi à travers la salle de réception, ses pas lourds derrière moi. Je pouvais sentir sa colère rayonner, comme la chaleur d'une flamme vive. Les invités nous souriaient nerveusement,
sentant la tension crépiter entre nous. Le moment fatidique est arrivé pendant le discours du père du marié. Mon père s'est levé, coupe à la main, sa voix résonnant dans la salle pendant qu'il faisait l'éloge de son fils parfait, de son ambition, de sa générosité. Puis, son regard s'est verrouillé sur moi. Et tandis que la plupart des membres de notre famille comprennent le sens du sacrifice et de la générosité, a-t-il dit, en pointant un doigt tremblant de rage vers moi, certains d'entre nous, aveuglés par le succès matériel, sont devenus égoïstes. Je n'en pouvais plus. L'humiliation était trop forte. Je me suis levé pour partir, le bruit de ma chaise raclant le sol en marbre. C'est à ce moment-là que sa main est partie. Le claquement sec a réduit toute la salle au silence. Même la musique s'est arrêtée. Dans le silence assourdissant qui a suivi, j'ai entendu un verre se briser et quelqu'un halter. Ma joue me brûlait comme si elle avait été marquée au fer rouge. Le goût métallique du sang a rempli ma bouche, là où mes dents avaient coupé l'intérieur de ma joue. Je suis parti sans un regard en arrière, mes talons claquant sur le sol au rythme de mon cœur battant. Ils ne le savaient pas encore, mais ils venaient de signer leur propre condamnation. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de déclarer une guerre qu'ils ne pourraient jamais gagner. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. L'idée de retrouver la solitude de mon magnifique appartement, ce lieu que je chérissais tant et qui était maintenant au cœur de ce conflit sordide, m'était insupportable. J'ai pris une chambre dans un hôtel de luxe, le même où logeaient certains des invités du mariage. J'avais besoin de distance, d'un espace neutre et impersonnel pour penser mes plaies, physiques et émotionnelles. Depuis la fenêtre de ma chambre, je regardais les lumières de Lyon scintiller sur le Rhône, dessinant des chemins dorés sur l'eau sombre. C'était ma ville. Une ville que j'avais conquise seule, à la sueur de mon front. Je m'appelle Chloé, j'ai 31 ans. Sur ma carte de visite, il est écrit « architecte logiciel senior », mais cette description est terriblement réductrice. Je suis une survivante. Je suis la preuve vivante qu'on peut se construire à partir de rien, qu'on peut transformer la négligence en ambition et l'injustice en carburant. Mon parcours n'a rien à voir avec celui de mon frère, Lucas. Lui, il a toujours été le « fils en or », l'enfant prodige à qui tout était dû, celui dont les échecs étaient toujours la faute des autres. Moi, j'étais l'autre. L'ombre. L'indépendante, celle qui se débrouillait toujours, et donc, celle dont on n'avait pas besoin de s'occuper. Mes souvenirs d'université sont un tourbillon de fatigue, de café bon marché et de détermination acharnée. Pendant que mes parents payaient sans sourciller les frais de scolarité exorbitants de l'école de commerce de Lucas, et finançaient son année de césure, pour se trouver, en Asie du Sud-Est, je jonglais entre mes cours à l'université publique et 3 emplois différents. Le matin, avant que le soleil ne se lève, je travaillais à la boulangerie du quartier, l'odeur réconfortante du pain chaud contrastant avec le froid glacial des rues désertes. La journée, j'étais en cours, absorbant chaque mot, chaque concept, sachant que chaque minute passée là était une minute que j'avais dû gagner. Le soir, je faisais du service dans un petit bistrot du Vieux-Lyon, rentrant chez moi les pieds endoloris et l'odeur de friture imprégnée dans mes cheveux. Certains week-ends, je donnais des cours de soutien en mathématiques à des lycéens. Je dormais 4 heures par nuit, parfois moins. Mon premier appartement était un studio de 15 mètres carrés dans un vieil immeuble, avec une humidité si tenace que de la moisissure noire grimpait le long des murs de la salle de bain. Je me souviens d'un hiver où le chauffage est tombé en panne pendant 2 semaines. Je dormais avec mon manteau. Pendant ce temps, Lucas se plaignait sur les réseaux sociaux que la connexion Wi-Fi de son bungalow à Bali était trop lente. Cette injustice flagrante n'a pas fait de moi une victime. Elle a fait de moi une guerrière. Elle a forgé en moi une rage de réussir, une soif d'indépendance si puissante que rien ne pouvait l'étancher. Je me suis juré de ne plus jamais dépendre de personne, de ne plus jamais avoir à demander quoi que ce soit. Chaque euro que je gagnais était une brique de plus dans la forteresse que je construisais autour de moi. Après avoir obtenu mon diplôme avec la meilleure mention de ma promotion, j'ai rapidement trouvé un travail dans une petite start-up technologique. L'ambiance était électrique, stimulante. Je travaillais sans relâche, apprenant tout ce que je pouvais, restant tard le soir pour maîtriser de nouveaux langages de programmation. J'ai gravi les échelons, mais je ne me suis pas arrêté là. La peur de la précarité, la mémoire de la moisissure sur les murs, était si profondément ancrée en moi que j'ai commencé à m'éduquer financièrement.
Chaque soir, après le travail, au lieu de sortir, je dévorais des livres sur l'investissement, la gestion de patrimoine, le marché boursier. Mon premier gros salaire n'est pas parti dans des sacs à main de luxe ou des vacances exotiques. Il est allé directement dans un plan d'épargne. Avec le temps, j'ai commencé à investir. D'abord prudemment, dans des fonds indiciels. Puis, avec plus d'audace, en analysant le marché. J'ai développé une passion et un talent pour repérer les opportunités. J'ai investi dans d'autres startups technologiques prometteuses, et surtout, dans l'immobilier. La pierre. Le tangible. La sécurité. C'était une obsession. Je voulais posséder les murs qui m'abritaient, et plus encore. Il y a 5 ans, j'ai acheté cet appartement. Un magnifique duplex avec une terrasse végétalisée surplombant le fleuve, au cœur de ma ville. Ce n'était pas juste un logement. C'était mon trophée. La preuve matérielle que j'avais gagnée, malgré tout et contre tous. Mes parents n'ont jamais compris sa signification. Pour eux, c'était juste un espace, des mètres carrés. Un bien matériel qu'on pouvait prendre et donner au gré de leurs caprices. Ils n'ont jamais vu la sueur, les larmes et les nuits blanches qui étaient incrustées dans chaque mur. Lucas, lui, a suivi le chemin doré qu'on avait tracé pour lui. Après son école de commerce, mes parents lui ont financé une première entreprise de boxe par abonnement. Elle a fait faillite en moins de 2 ans. Puis une deuxième, dans l'import-export de produits artisanaux. Même résultat. Mais à chaque fois, ils étaient là pour amortir sa chute, pour signer un nouveau chèque, pour lui dire que ce n'était pas de sa faute, que le marché était difficile. Ils ont financé son premier appartement en location, sa première voiture, et maintenant, ce mariage extravagant. Lucas n'a jamais eu à se battre. Il n'a jamais connu le goût âpre de la peur, l'angoisse de ne pas savoir comment payer son loyer. Et c'est précisément pour ça qu'il pensait que tout lui était dû. Y compris le fruit de mon travail acharné. En regardant les reflets de la ville sur l'eau, une résolution froide s'est installée en moi. Ils avaient toujours sous-estimé ma force. Ils avaient confondu ma discrétion sur ma réussite avec de la faiblesse. Grosse erreur. Ils pensaient que j'étais toujours la même jeune fille qui acceptait les restes sans se plaindre. Mais la paix que j'avais si durement acquise était sur le point d'être brisée de la manière la plus audacieuse qui soit. Le lendemain matin, après une nuit presque blanche passée à regarder le plafond de ma chambre d'hôtel, je suis rentrée chez moi. La première chose que j'ai faite a été de prendre un sac de glace dans le congélateur et de l'appliquer sur ma joue, qui était maintenant d'une couleur violacée et douloureusement enflée. Mon téléphone vibrait sans cesse sur le comptoir de la cuisine. Des messages d'invités choqués, quelques excuses hypocrites de cousins éloignés qui voulaient surtout des détails croustillants. Mais rien. Pas un mot de mes parents, ni de Lucas. Le silence de leur part était plus assourdissant que la gifle elle-même. Il signifiait qu'ils ne regrettaient rien. Qu'à leurs yeux, j'étais la coupable. À 9 heures précises, la sonnette a retenti, me faisant sursauter. J'ai regardé à travers le Judas et mon cœur s'est serré. Lucas et Sophie se tenaient sur mon paillasson, comme si de rien n'était. Sophie portait un jean blanc immaculé et tenait un mètre ruban à la main, comme une décoratrice d'intérieur prête à se mettre au travail. Lucas sirotait un grand café à emporter, l'air parfaitement détendu, sans même penser à m'en proposer un. J'ai ouvert la porte, mon corps se tendant instinctivement comme un ressort. Le parfum de Sophie, un mélange écœurant de sucre et de fleurs, m'a immédiatement donné mal à la tête. On est juste venu prendre les mesures pour nos meubles, a-t-elle annoncé d'un ton enjoué, essayant de se faufiler à l'intérieur comme si elle était chez elle. J'ai bloqué le passage avec mon bras. Mon regard a dû être plus dur que je ne le pensais, car son sourire s'est légèrement figé. « Excusez-moi » Lucas a levé les yeux au ciel en buvant une longue gorgée de son café. « Allez, Chloé, ne sois pas difficile. Papa et maman ont déjà dit à tout le monde que tu nous offrais ton appartement comme cadeau de mariage. » Sa désinvolture était à couper le souffle. Il parlait de ma maison, du sanctuaire que j'avais créé, comme s'il s'agissait d'un grille-pain sur une liste de mariage. On doit prendre les mesures avant de partir en lune de miel demain. On veut pouvoir tout commander en ligne depuis les Maldives. J'ai senti une vague de chaleur monter en moi, une fureur pure. Vous pensez vraiment qu'après que papa m'ait frappé devant 200 personnes,
je vais simplement vous remettre les clés de ma maison? Vous n'avez aucune honte? Sophie a eu le culot d'avoir l'air agacée. Oh, c'était juste une petite dispute de famille. Ne sois pas si dramatique. Papa était stressé, c'est tout. Tu sais comment il est. Dramatique, ai-je sifflé entre mes dents. J'ai retiré le sac de glace de mon visage et je l'ai pointé vers la marque violette sur ma joue. Regarde mon visage, Sophie. Est-ce que ça te semble dramatique? C'est ça, une petite dispute pour vous? Elle a détourné le regard, visiblement mal à l'aise pour la première fois, fixant un point imaginaire au-dessus de mon épaule. Mais Lucas, lui, n'a pas bronché. Il a haussé les épaules. Papa s'est un peu emporté, c'est tout. Tu l'as provoqué en lui répondant comme ça. Maintenant, peux-tu nous laisser entrer? On n'a pas toute la journée. C'en était trop. L'absence totale de remords, l'arrogance, le sentiment que tout leur était dû, tout a explosé en moi. J'ai claqué la porte si fort que les murs ont tremblé et qu'un petit cadre photo sur le mur du couloir est tombé par terre. Mes mains tremblaient tellement que j'ai à peine réussi à tourner le double tour de serrure. À travers la porte, j'ai entendu Lucas crier, sa voix déformée par la colère. « Ce n'est pas fini, Chloé. Tu ne pourras pas être égoïste éternellement. On en parlera à papa. » Je me suis appuyé contre la porte, le cœur battant à tout rompre, essayant de reprendre mon souffle. Ils ne comprenaient pas. Ils ne voyaient même pas le problème. Pour eux, j'étais un simple accessoire dans leur vie parfaite, une ressource à exploiter. Ma douleur, mes sentiments, mes années de travail acharné, tout cela n'avait aucune importance face au désir de l'enfant chéri et de sa princesse. Je suis allée dans mon salon et j'ai regardé autour de moi. Chaque objet racontait une histoire. Le grand canapé en velours, mon premier vrai achat de luxe après des années sur un clic-clac. La bibliothèque remplie de livres, témoin de mes nuits d'études. Les plantes vertes que je soignais avec amour. C'était mon univers, mon refuge. Et il voulait me l'arracher, sans même un semblant de décence. Ce jour-là, j'ai compris que la gentillesse et la logique ne fonctionneraient pas. Ils ne répondaient qu'à un seul langage, celui de la force. Et j'allais devoir apprendre à le parler, très vite. Leur audace était à couper le souffle, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui se préparait au sein du reste de la famille. Le coup de grâce est venu de ma mère. Un soir, alors que je tentais de trouver un semblant de normalité en travaillant sur un projet complexe, mon téléphone a vibré. J'ai vu une nouvelle notification. Maman vous a ajouté au groupe remise des clés Chloé. Mon estomac s'est noué. J'ai cliqué, le cœur serré, appréhendant ce que j'allais trouver. 12 membres de la famille y étaient. Le premier message était une photo de nuancier de peinture pour la chambre principale, envoyée par ma mère. Lequel préférez-vous pour la chambre de Lucas et Sophie? Le bleu crépuscule ou le gris perle? Le deuxième message était un lien vers des entreprises de déménagement, posté par ma tante Monique. Le troisième, de mon père, était sec et autoritaire, date de déménagement fixée au samedi dans 2 semaines. Chloé aura préparé les lieux. Inutile de la déranger d'ici là, elle a besoin de temps pour faire ses cartons. Je fixais l'écran, incrédule. Ils ne se contentaient pas de me mettre la pression, ils organisaient activement le vol de ma maison, publiquement, comme si mon accord était une simple formalité. C'était une humiliation publique, une façon de me forcer la main en créant une réalité alternative où j'avais déjà accepté. Mes doigts ont survolé le clavier avant que je ne tape, d'un geste sec et définitif, cela n'arrivera pas. En quelques secondes, mon téléphone a sonné. Le nom de mon père s'est affiché. J'ai répondu et j'ai immédiatement éloigné le téléphone de mon oreille, anticipant l'explosion. Espèce de gosse ingrate, sa voix était si forte que le haut-parleur grésillait. Nous ne t'avons pas élevé comme ça. Après tous les sacrifices que nous avons faits pour toi. Quel sacrifice, papa? L'ai-je coupé, ma voix glaciale. Cite-moi une seule chose que tu aies faite pour moi au cours des 10 dernières années qui ne soit pas un reproche sur ma vie. Le silence qui a suivi a été bref mais révélateur. Tu nous dois bien ça, a-t-il finalement dit, sa voix dangereusement calme. La famille, ça s'entraide. C'est la base de tout. Sauf quand ce membre de la famille, c'est moi, apparemment, ai-je rétorqué avant de raccrocher.
C'est à ce moment-là que j'ai basculé. La blessure était toujours là, une douleur sourde sous mes côtes. Mais quelque chose d'autre, de plus dur, se cristallisait en moi. La résolution. La fille qu'il connaissait, celle qui aurait fini par céder sous le poids de la culpabilité et de la pression, était partie. Elle était morte sur le marbre de cette salle de bal, sous le regard indifférent de sa propre mère. Puis est venu l'appel qui a failli me briser. C'était ma grande-tante Geneviève. La sœur aînée de ma grand-mère, une femme de 85 ans que j'adorais, la seule qui m'avait toujours montré une tendresse sincère et désintéressée. La seule qui m'envoyait une carte pour mon anniversaire chaque année. Sa voix était fragile, brisée par les sanglots. « Chloé, ma chérie. Ta mère m'a appelée. Elle est si malheureuse, la pauvre. Elle dit que tu la rejettes, que tu la punis. Comment peux-tu faire ça à ton frère? Il est dans une situation si difficile. Il a besoin de ce toit pour commencer sa vie de famille. Sois gentille, mon enfant, pour l'amour de ta vieille tante qui t'aime tant, et de ta famille. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Pas de tristesse, mais de rage. Une rage impuissante. Ils avaient osé l'utiliser. Ils avaient osé manipuler une vieille femme fragile, jouer sur ses émotions et sur mon affection pour elle, afin de me faire plier. C'était une tactique d'une cruauté insondable. « Tante Geneviève, ai-je dit, ma voix tremblante, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils te mentent. » Mais je savais que c'était inutile. Ma mère avait tissé sa toile, se présentant comme la mère éplorée, et moi comme la fille monstrueuse. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence, tremblante de fureur. C'était une guerre psychologique, et ils utilisaient toutes les armes à leur disposition. Mon amour pour ma grande-tante était leur dernière arme nucléaire, et ils venaient de la lancer. À ce stade, je me demande ce que vous auriez fait. Quand la pression vient de partout, même des gens que vous aimez et qui sont manipulés, comment réagit-on? Continue-t-on à se battre, au risque de blesser ceux qui sont pris entre deux feux, ou cède-t-on pour avoir la paix? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Pour moi, cet appel a été le signal. Le signal qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il n'y avait plus de famille à sauver. Il n'y avait qu'une bataille à gagner. J'ai pris mon téléphone et j'ai activé une application d'enregistrement d'appels. J'ai commencé à faire des captures d'écran de chaque message, de chaque publication dans le groupe de discussion. J'archivais tout. Chaque menace, chaque manipulation, chaque mensonge. Je construisais mon arsenal. Ils pensaient me détruire, mais ils ne faisaient que me donner les munitions dont j'avais besoin pour leur destruction finale. Et alors que je pensais que leur méthode ne pouvait pas sombrer plus bas, mon frère a décidé d'attaquer la seule chose que je tenais pour sacrée, ma carrière. Quelques jours plus tard, alors que je pensais avoir atteint le fond de l'ignominie familiale, j'ai reçu un email qui a glacé mon sang. Il provenait de Monsieur Dubois, le PDG d'une entreprise de logistique qui avait été l'un de mes premiers et plus gros clients lorsque je m'étais lancé en freelance en parallèle de mon travail. C'était un homme d'affaires de la vieille école, droit, respectueux, pour qui la parole donnée et la réputation étaient primordiales. Nous avions gardé d'excellents contacts, et il m'avait recommandé à plusieurs reprises, m'ouvrant des portes précieuses au début de ma carrière. Son message était court, professionnel, mais empreint d'une perplexité évidente. « Chère Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous écris car j'ai été contacté aujourd'hui par un jeune homme se présentant comme votre frère, Lucas. Il semblait très angoissé et m'a raconté une histoire troublante concernant des difficultés familiales et financières importantes. Il a laissé entendre, de manière assez insistante, que votre succès s'était construit au détriment de votre famille et que vous les abandonniez maintenant dans une situation précaire. Il a même mentionné que vous exploitiez vos relations pour votre propre profit. Je dois avouer que cela ne correspond pas du tout à l'image professionnelle et intègre que j'ai de vous. Je voulais simplement vous en informer, par souci de transparence. Cordialement, Alain Dubois. Je suis resté figé devant mon écran, relisant l'email encore et encore, chaque mot s'imprimant dans mon esprit comme un fer rouge. La nausée m'a envahi. Lucas. Il avait osé. Il avait franchi la ligne ultime. Il ne se contentait plus d'essayer de me voler ma maison. Il essayait activement de détruire ma réputation.
La réputation que j'avais mis plus de 10 ans à bâtir, faite de travail acharné, d'intégrité et de fiabilité. Il essayait de saboter ma carrière, la source même de l'indépendance qu'il convoitait tant. Il avait contacté un de mes piliers professionnels pour me dépeindre comme un monstre sans cœur. Cette fois, la douleur a laissé place à une fureur froide et calculée. C'était une déclaration de guerre totale. Il ne s'agissait plus d'un conflit familial, mais d'une attaque personnelle et professionnelle, menée avec une intention malveillante claire. J'ai immédiatement appelé ma meilleure amie, Isabelle. Isabelle n'était pas seulement mon amie la plus proche depuis l'université, celle qui m'avait vu pleurer sur mes livres de cours à 2 heures du matin en mangeant des pâtes froides. Elle était aussi devenue une avocate redoutable, spécialisée en droit des affaires et en contentieux, à la tête de son propre cabinet. Elle était la seule personne à qui je pouvais tout dire, la seule qui connaissait toute l'histoire de ma famille. « Isa, c'est moi », ai-je dit, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru. « J'ai besoin de toi. » Professionnellement. Je lui ai tout raconté, sans omettre un seul détail. La demande au mariage, la gifle, les appels incessants, le groupe de discussion, la manipulation de ma grande-tante, et maintenant, l'email de Monsieur Dubois. Elle a écouté en silence, ne m'interrompant qu'occasionnellement pour poser une question précise, juridique. A-t-il utilisé des termes spécifiques? As-tu une copie de cet email? Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis, elle a dit d'une voix qui ne laissait place à aucun doute, la voix de l'avocate, pas de l'amie, Chloé, ce n'est plus une dispute de famille. C'est du harcèlement caractérisé. Et ce que ton frère a fait, ça s'appelle de la diffamation et une tentative de nuire à ta réputation professionnelle. On a de quoi agir, et on peut frapper fort. Dis-moi ce que tu veux faire. Je veux qu'ils arrêtent, ai-je répondu. Mais je ne veux pas juste qu'ils arrêtent. Je veux qu'ils comprennent. Je veux qu'ils réalisent à qui ils ont affaire. Pas à la petite Chloé qu'ils peuvent bousculer, mais à la femme que je suis devenue. Je veux qu'ils regrettent chaque seconde. Très bien, a dit Isabelle, et je pouvais presque l'entendre sourire. Alors, voici le plan. Continue de tout documenter. Chaque appel, chaque message. Ne réponds plus à personne. Laisse-les s'enfoncer dans leur propre fange. De mon côté, je vais commencer à préparer une demande d'ordonnance restrictive pour harcèlement aggravé. On a déjà assez d'éléments. L'email de ton client est la cerise sur le gâteau. Ensuite, on va s'intéresser de très près à leurs finances. Tu m'as dit que tu avais aidé tes parents par le passé? On va retrouver toutes les traces. Ce soir-là, une transformation s'est opérée en moi. La victime avait laissé place à la stratège. Je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à organiser mes preuves. J'ai créé des dossiers numériques et physiques, imprimé les captures d'écran, transcrit les messages vocaux. Chaque pièce du puzzle trouvait sa place. La douleur était toujours là, mais elle était maintenant un carburant. Un carburant pour la bataille à venir. J'ai également appelé mon conseiller financier, un homme brillant et discret qui gérait mon portefeuille depuis des années. C'est l'heure d'exécuter le plan B, lui ai-je dit. La totalité. Il y a eu une pause surprise au bout du fil. Vous êtes absolument sûre, Chloé? C'est une manœuvre agressive. Je n'ai jamais été aussi certaine de toute ma vie, ai-je répondu. Il avait dépassé les bornes. Il n'essayait pas seulement de prendre ma maison, il essayait de détruire ma vie. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter de me défendre et de commencer à riposter. Le dimanche suivant, une tradition familiale immuable s'est imposée, le déjeuner chez mes parents. Pendant des années, j'avais redouté ces repas, remplis de critiques passives-agressives sur ma carrière, tu travailles trop, tu vas finir seule, mon célibat, ta cousine Sophie s'est mariée, et toi, mes choix de vie, pourquoi dépenser autant dans un appartement alors que tu pourrais investir dans une vraie maison de famille? Mais cette fois-ci, j'y suis allée avec une nouvelle force, une curiosité presque clinique de voir jusqu'où ils étaient prêts à pousser. J'étais armée, non pas de colère visible, mais d'un calme glacial et de la connaissance de mon arsenal de preuves. Dès que je suis entrée, la tension était palpable. Assez épaisse pour être coupée avec les couteaux à beurre que nous utilisions pour le gigot d'agneau dominical de ma mère. Le sourire de Lucas était un mélange de suffisance et de défi. Il pensait que ces manœuvres de sabotage m'avaient acculé.
Mes parents m'ont à peine adressé la parole, se contentant de réponses monosyllabiques. L'air était chargé d'un non-dit pesant, comme le silence avant un orage. Nous avons mangé en silence pendant une bonne partie du repas. Le seul bruit était le cliquetis des couverts contre la porcelaine fine, celle qu'on ne sortait que pour les grandes occasions. Ironique. Puis, à mi-chemin du plat principal, mon père a abattu son poing sur la table, faisant sursauter les verres et les assiettes. Le vin rouge a tressauté dans les verres. « Assez jeu, Chloé », a-t-il hurlé, son visage rouge de fureur contenue. « C'est terminé. Nous avons été assez patients. Lucas et Sophie auront tes clés le week-end prochain. C'est la date du déménagement. Point final. Si tu refuses, si tu continues ce cirque égoïste, tu n'es plus un membre de cette famille. Tu n'es plus ma fille. » L'ultimatum. Le voici. Brutal, sans appel, prononcé devant le rôti du dimanche. Ma mère a hoché la tête en signe d'approbation, posant sa main sur celle de mon père. « C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, ma chérie. Il faut bien que tu comprennes, » a-t-elle ajouté d'un ton faussement doux, comme si elle me faisait une faveur. Une famille, c'est fait pour s'entraider. Comme si nous discutions du menu du soir et non du vol de ma maison et de mon exclusion de la famille. Lucas, derrière son verre de vin, affichait un sourire narquois. Il avait gagné. C'est ce qu'il pensait. Il me regardait, attendant ma réaction, attendant que je m'effondre, que je pleure, que je supplie, que je cède enfin comme je l'avais toujours fait par le passé pour maintenir une paix factice. Et c'est là que j'ai surpris ce détail. Un minuscule détail qui a tout changé dans ma perception de la situation. Le regard de Sophie. Pendant que les trois autres me fixaient avec une dureté triomphante, j'ai vu dans ses yeux une lueur de malaise. De doute. Elle a rapidement baissé les yeux vers son assiette, jouant avec un morceau de pain, mais je l'avais vue. Elle n'était pas aussi à l'aise avec cette situation qu'elle le laissait paraître. Elle était peut-être cupide, mais elle n'était pas aussi cruelle qu'eux. C'était la première fissure dans leur front uni. Une information précieuse que j'ai stockée dans un coin de ma tête. Je n'ai pas répondu à mon père. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Lentement, délibérément, j'ai posé ma fourchette et mon couteau de chaque côté de mon assiette. J'ai pris ma serviette en tissu, je l'ai délicatement pliée et je l'ai placée à côté de mon assiette. Puis, je me suis levée. Leurs trois pères Dieu me suivaient, surpris par mon silence. Ils s'attendaient à une explosion, à une confrontation, à des larmes. Je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Sans un mot, je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Ma main sur la poignée, je me suis retournée une dernière fois. Leur visage était un mélange de confusion et de fureur. Ils ne comprenaient pas ma réaction. Ils ne me comprenaient plus. Et cette incompréhension était ma première victoire. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. Je l'ai refermée doucement derrière moi. Le léger clic de la serrure a semblé plus définitif, plus puissant que n'importe quelle porte claquée n'aurait pu l'être. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que la fille en difficulté qu'ils avaient toujours méprisée avait tranquillement bâti un empire pendant qu'ils ne prêtaient pas attention. La start-up où j'avais commencé en tant que développeuse junior? J'en possédais désormais des parts majoritaires après avoir participé à plusieurs levées de fonds stratégiques. Les investissements immobiliers que je faisais le week-end? Ils représentaient maintenant un portefeuille à 8 chiffres. L'appartement qu'ils convoitaient n'était qu'une infime partie, la partie visible de l'iceberg de ce que j'avais construit. Alors que je refermais la porte, je savais que leur prochain mouvement serait le dernier. Ils allaient marcher droit dans le piège que j'avais si soigneusement préparé depuis le jour du mariage. Le lendemain de l'ultimatum, je ne me suis pas contentée de rassembler mes preuves. J'ai assemblé mon équipe. Ma propre famille, celle que j'avais choisie au fil des années, non pas par le sang, mais par la loyauté, le respect et le soutien mutuel. Mon premier rendez-vous était avec Isabelle, dans son bureau impeccable et moderne surplombant le quartier de la Pardieu. Les murs vitrés offraient une vue panoramique sur la ville, une vue de conquérant. Elle avait déjà examiné tous les éléments que je lui avais renvoyés, les captures d'écran du harcèlement, l'email de mon client, et même des enregistrements de caméras de surveillance de mon immeuble montrant les visites inopinées et les tentatives d'entrée de ma famille. On a tout ce qu'il faut pour une ordonnance restrictive pour harcèlement aggravé,
a-t-elle dit en ajustant ses lunettes, son ton professionnel tranchant comme une lame. Leurs actions sont coordonnées, répétées, et ont un impact psychologique et professionnel démontrable. Mais tu m'as dit que tu voulais plus que ça. Tu veux un coup de grâce, quelque chose qui les mettra hors d'état de nuire définitivement. Exactement, ai-je confirmé. Je ne veux pas juste qu'ils me laissent tranquille. Je veux qu'ils n'aient plus jamais le pouvoir de nuire à qui que ce soit. Alors on passe à l'étape suivante. Elle a sorti un dossier épais. J'ai fait quelques recherches financières, comme tu me l'as demandé. C'est encore plus intéressant que prévu. Tes parents ont des dettes. Un prêt à la consommation qu'ils ont du mal à rembourser depuis des mois. Et ton frère, il vit bien au-dessus de ses moyens. Sa dernière entreprise a laissé une ardoise considérable. Il est financièrement aux abois. Ton appartement n'est pas un caprice, Chloé. C'est un plan de sauvetage. Mon deuxième rendez-vous était avec Antoine, mon partenaire d'affaires et ami. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, loin de l'agitation du centre-ville, un de ces endroits où l'on peut parler sans être entendu. C'est lui qui avait été témoin de la gifle au mariage. Son visage était encore empreint d'une indignation froide. Je ne peux pas croire qu'il t'ait fait ça, Chloé, m'a-t-il dit. Mais j'ai des nouvelles. Tu as besoin de savoir ce qu'il prépare. Il a fait glisser un dossier sur la table. J'ai demandé à un contact qui travaille dans la même boîte que Lucas. Ce qu'il a découvert est édifiant. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, des preuves qui m'ont choqué, même moi. Lucas avait déjà mis à jour son adresse auprès des ressources humaines de son entreprise, en indiquant l'adresse de mon appartement. Il avait invité des collègues à une pendaison de crémaillère pour le mois suivant. Il avait même fait livrer des cadeaux de mariage à mon domicile. 3 colis étaient arrivés ce matin même, des serviettes monogrammées avec ses initiales et celles de Sophie, un vase en cristal et une machine à expresso de luxe. Il y a plus grave, a dit Antoine, son expression sombre. Ton frère a des entretiens réguliers avec le PDG. Il se vante d'avoir des relations familiales au placé, qui vont lui obtenir une promotion au poste de directeur commercial. Il laisse entendre que sa sœur qui a réussi tire des ficelles pour lui. Les relations familiales qu'il mentionnait, c'étaient les miennes. Bien qu'il l'ignore totalement. Ce que Lucas ne savait pas, c'est que la société pour laquelle il travaillait, Westview Development Group, était l'une des startups dans lesquelles j'avais investi massivement il y a plusieurs années. Grâce à une société holding discrète que j'avais créée, je possédais 30% des parts de l'entreprise. J'étais, en fait, l'actionnaire de référence. Le PDG, un homme que j'avais moi-même aidé à nommer, me rendait des comptes à moi. L'espresso est devenu amer dans ma bouche. Ils croient vraiment qu'ils vont prendre ma maison, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Antoine. Ils ont déjà engagé des déménageurs pour samedi, a confirmé Antoine. Ils sont persuadés que tu vas craquer sous la pression. Ils ont dit à tout le monde que tu faisais une crise mais que tu allais revenir à la raison. Je suis rentré chez moi, le dossier d'Antoine sous le bras. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. Leur arrogance était leur plus grande faiblesse. Ils étaient tellement aveuglés par leur cupidité et leur sentiment de supériorité qu'ils n'avaient jamais pensé à regarder qui j'étais vraiment. Ils me voyaient encore comme la petite fille studieuse et effacée, pas comme la femme d'affaires impitoyable que j'étais devenue. Si vous avez déjà dû cacher votre succès pour ne pas intimider votre entourage, ou pour vous protéger, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre histoire. Parfois, la discrétion est une armure, jusqu'au jour où il faut la retirer pour montrer qui l'on est vraiment. Le mercredi soir, le coup de grâce de leur côté est arrivé. Un message de mon père, envoyé à tout le groupe de discussion familiale. Réunion de famille chez Chloé, vendredi à 19h. Elle fera ce qui est juste et signera les papiers de transfert. Les clés seront échangées. Ce sujet est clos. L'audace était à couper le souffle. Mais pour la première fois depuis le début de cette histoire, je me sentais complètement calme. L'échiquier était en place. Toutes les pièces étaient positionnées. Que la partie commence, ai-je murmuré à mon reflet, en appliquant une touche d'anti-cerne sur les dernières traces jaunes de la main de mon père. L'invitation finale était arrivée par texto de mon père. Une réunion de famille dans mon appartement.
Ils pensaient que ce serait leur fête de la victoire. Ils n'avaient aucune idée que c'était leur exécution. Le vendredi soir est arrivé avec un orage d'été d'une violence rare. La pluie cinglait mes fenêtres panoramiques, et le tonnerre grondait au loin, comme si la nature elle-même mettait en scène le drame à venir. L'ambiance était électrique, à l'intérieur comme à l'extérieur. J'avais passé l'après-midi à me préparer, non pas en cuisinant ou en nettoyant, mais en révisant une dernière fois mes dossiers avec Isabelle au téléphone. Chaque document était classé, chaque enregistrement était prêt. J'étais prête. À 19 heures précises, la sonnette a retenti, stridente, coupant court au bruit de la pluie. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé mon chemisier blanc impeccable, une armure de simplicité et de professionnalisme, et je suis allée ouvrir la porte. Ils étaient tous là. Ma famille au grand complet. Mes parents, Lucas et Sophie, des tantes, des oncles, et même des cousins que je ne voyais qu'aux fêtes de fin d'année. Une véritable délégation venue assister à ma capitulation publique, à mon humiliation finale. Mon père tenait une grande enveloppe en carton, qui, je le supposais, contenait les documents de transfert de propriété. Ma mère serrait contre elle des nuanciers de peinture et des échantillons de tissu, déjà prêtes à redécorer leur nouvel espace, comme une reine planifiant la réfection d'un château conquis. Et Lucas. Lucas portait ce sourire suffisant, ce sourire de vainqueur que je rêvais d'effacer de son visage depuis des semaines. « Entrez », ai-je dit d'un ton agréablement neutre, en m'écartant pour les laisser passer. Ils se sont engouffrés dans le salon, secouant leur parapluie sur mon parquet, s'exclamant sur la vue, le mobilier, l'espace qu'ils considéraient déjà comme le leur. « Oh, Chloé, tu as vraiment bon goût », a lancé ma tante Monique en passant une main admirative sur mon canapé en velours. « Dommage que tu n'en profites pas assez, toujours enfermé dans ton travail. » Mon père s'est dirigé directement vers la grande table en verre du salon et y a posé son enveloppe avec un bruit sec et définitif. « Bon, finissons en », a-t-il dit d'un ton autoritaire, sans même me regarder. « Signe les papiers et nous pourrons tous passer à autre chose. Ta mère a préparé ton plat préféré pour le dîner de réconciliation dimanche. » Je les ai laissés s'installer, savourant leur arrogance une dernière fois. Leur visage était détendu, victorieux. Ils pensaient que la partie était terminée, que j'avais convoqué cette réunion pour me rendre. Avant de commencer, ai-je dit calmement, ma voix portant clairement dans la pièce, dominant le bruit de l'orage. J'ai quelques invités qui vont se joindre à nous. Leurs sourires se sont légèrement crispés. La confusion a remplacé la suffisance sur leur visage. J'ai ouvert à nouveau la porte d'entrée pour révéler Isabelle, mon avocate, vêtue d'un tailleur strict, Antoine, mon partenaire d'affaires, le visage grave, et deux autres personnes en costume sombre qui attendaient dans le couloir, mon conseiller financier, un homme d'une 50aine d'années à l'air redoutable, et le chef de la sécurité de l'immeuble, un colosse discret mais imposant. Le visage de mon père s'est empourpré. Il a ricané, un son rauque et nerveux, les gouttes de pluie brillant encore dans ses cheveux argentés. Tu peux faire venir une armée d'amis chics, Chloé. Ça ne changera rien. Tu signeras quand même ces papiers. Il a tapoté l'enveloppe avec une insistance presque comique. Arrête de faire une scène, Chloé, a ajouté ma mère, l'exaspération dans la voix. C'est une affaire de famille. Tes amis n'ont rien à faire ici. C'est indécent. C'est justement là que vous vous trompez, ai-je répondu, mon calme les déstabilisant visiblement. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est devenu une affaire juridique et commerciale le jour où vous avez décidé que mon travail et mes biens vous appartenaient. J'ai fait un signe de tête à mon équipe. Ils sont entrés et, sans un mot, ont commencé à distribuer des chemises cartonnées bleues à chaque membre de ma famille. Le bruit du papier froissé a rempli la pièce alors qu'ils les ouvraient, la confusion plissant leur front. « Qu'est-ce que c'est que cette comédie ?» a grogné mon oncle, un homme qui ne m'avait jamais adressé la parole sauf pour me demander si j'étais toujours célibataire. « Laissez-moi clarifier quelque chose, ai-je dit, me tenant au centre de mon salon, me sentant pour la première fois plus grande, plus forte que tous réunis. Nous ne sommes pas ici pour discuter du transfert de mon appartement. » Leurs yeux se sont levés des papiers, fixés sur moi. L'atmosphère avait changé. L'assurance avait laissé place à une incertitude palpable. « Alors pourquoi sommes-nous là ?» a demandé Lucas, son sourire narquois ayant complètement disparu, remplacé par une expression d'inquiétude.
Nous sommes ici, ai-je annoncé, en marquant une pause pour laisser peser mes mots, savourant le silence uniquement troublé par le grondement du tonnerre, pour discuter des termes de votre reddition. Mon père a éclaté de rire, un rire forcé et nerveux, qualifiant ma sortie de bluff. Arrête ces bêtises, Chloé, a-t-il ricané, sa voix manquant d'assurance. C'était le signal que j'attendais. Isabelle, ai-je dit calmement, veuillez distribuer les dossiers. Le silence est tombé, lourd et oppressant, lorsque chaque membre de ma famille a commencé à feuilleter les documents contenus dans les chemises bleues. Leurs visages sont passés par toute une gamme d'émotions, de la confusion à l'incrédulité, puis à une panique à peine contenue. Ce n'est pas seulement mon appartement, ai-je commencé, ma voix calme et posée tranchant dans le silence tendu. Je possède l'intégralité de cet immeuble. Et les 3 autres dans la même rue. Ma tante Monique a laissé échapper un hoquet de surprise, sa main se portant à sa bouche. La bouche de Lucas s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il regardait les titres de propriété, les noms des sociétés holdings, son visage devenant cireux. Le visage de mon père est devenu d'une teinte alarmante de rouge. C'est impossible, a-t-il balbutié, secouant la tête. Tu n'es qu'une développeuse de logiciels. D'où viendrait cet argent? Je suis bien plus que ça, ai-je continué, alors qu'il tournait les pages montrant les bilans de mes sociétés d'investissement, les portefeuilles d'actions, les preuves de ma fortune bâtie dans l'ombre. Je suis également l'actionnaire majoritaire de Westview Development Group. J'ai regardé Lucas droit dans les yeux. Son visage a perdu toute couleur, sa confiance antérieure s'évaporant comme la rosée du matin. Il a compris. Il a compris que le « contact au placé » qu'il se vantait d'avoir, c'était moi. Le PDG qui lui souriait poliment en réunion était un homme que j'avais moi-même aidé à nommer, un homme qui me devait son poste. Sa promotion rêvée venait de se transformer en un cauchemar imminent. Et ceci, ai-je dit, tandis qu'Isabelle connectait son téléphone à mon système audio avec un geste précis, est ce que le juge du tribunal de la famille entendra lors de l'examen de la demande d'ordonnance restrictive que mon avocate a déposée ce matin pour harcèlement, menace et tentative d'extorsion. La voix de mon père a soudain rempli la pièce, amplifiée, crue, dépouillée de toute autorité paternelle. L'enregistrement de son appel téléphonique menaçant. Espèce de gosse ingrate. Tu nous dois bien ça. Puis la voix mielleuse et manipulatrice de ma mère, enregistrée lors d'un autre appel. Ne sois pas égoïste, Chloé. La famille passe avant tout. Pense à ce que les gens vont dire. Puis l'enregistrement de ma grande-tante en pleurs, une preuve de leur manipulation émotionnelle la plus vile. Chaque pièce de leur campagne de harcèlement, exposée à la lumière crue, dépouillée de toute justification. La famille qui avait été si bruyante et si sûre d'elle quelques instants auparavant est tombée dans un silence de mort. Le seul son était la pluie battant contre les fenêtres et la respiration lourde et sifflante de mon père. Tu bluffes, a-t-il finalement dit, mais sa voix tremblait, le mot sonnait creux même à ses propres oreilles. Est-ce que je bluffe, papa, ai-je demandé doucement. Mon conseiller financier s'est avancé, tendant un autre dossier à mon père. Ces comptes joints que tu as vidés au fil des ans, pensant que je ne regardais pas. Ils sont surveillés. Ces prêts que tu n'as jamais remboursés à des amis de la famille, j'ai les papiers, j'ai racheté les créances. Et l'hypothèque sur votre maison, celle qui a été mystérieusement remboursée l'année dernière? La main de ma mère a volé à son collier de perles, un geste de panique. Tu as remboursé notre hypothèque? Oui, ai-je dit, et pour la première fois, j'ai laissé une pointe d'émotion percer ma voix. Je l'ai fait. Et les prêts étudiants de Lucas que vous aviez du mal à payer. Et le capital de départ pour sa première entreprise qui a fait faillite, pour lui éviter la honte. Et l'acompte pour leur premier appartement, celui pour lequel ils prétendaient avoir économisé. Je l'ai fait en silence. Sans rien demander en retour. Parce que c'est ça, la famille, pour moi. On aide. On ne prend pas. On soutient, on ne détruit pas. Lucas, le visage tordu par une rage impuissante, a fait un pas en avant. Tu te crois tellement meilleur que nous. Tu nous as manipulés depuis le début. Tu nous as regardés nous débattre. Le chef de la sécurité, qui était resté silencieux près de la porte, s'est interposé calmement mais fermement entre nous, sa simple présence étant une barrière infranchissable. Monsieur,
je vous conseille de ne pas aggraver votre situation. J'ai regardé ma famille stupéfaite, un par un. Je ne vous donne pas ma maison. Je ne vous donnerai plus jamais rien. Et si l'un de vous me contacte, de quelque manière que ce soit, après ce soir, tous ces documents deviendront publics. Lucas, ton entreprise saura exactement comment tu as obtenu ton poste et comment tu as essayé de saboter l'un de ses principaux actionnaires. Papa, maman, tous vos amis du club de golf apprendront comment vous traitez votre fille, et surtout, comment vous gérez vos finances. Tu ne peux pas nous faire ça, a murmuré ma mère, les larmes coulant sur son maquillage soigneusement appliqué. Nous sommes ta famille. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez décidé que je n'étais rien de plus qu'une ressource à épuiser, un portefeuille à vider, ai-je dit, ma voix sans une once de tremblement. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Cette réunion est terminée. Un par un, ils sont sortis, vaincus. Les épaules de mon père étaient affaissées. Le mascara de ma mère coulait sur ses joues. Lucas ne pouvait même pas me regarder. Les tantes, les oncles et les cousins murmuraient des au revoir maladroits, se souvenant soudainement qu'ils avaient un autre endroit où être. Sophie a été la dernière à partir. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré, ses yeux rencontrant les miens pour la première fois avec quelque chose qui ressemblait à du respect et de la honte. Pour tout ça. Je suis désolée. C'était la seule chose sincère que j'avais entendue de l'un d'eux depuis des semaines. Après leur départ, Isabelle a serré ma main. Ça va? J'ai hoché la tête, surprise de constater que c'était vrai. Oui. Je vais très bien. Un par un, ils sont partis, complètement vaincus. Mais l'histoire n'était pas terminée. L'étape la plus importante restait à venir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. L'orage de la veille avait lavé la ville, laissant derrière lui un air pur et frais. Je me suis fait un café et je me suis installée sur ma terrasse, enveloppée dans un plaid doux. Je me tenais là, regardant Lyon s'éveiller. Les premiers rayons du soleil scintillaient sur les toits humides et sur le Rhône, transformant les flaques d'eau de la veille en miroirs reflétant un ciel bleu et clair. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis toujours, je sentais mes épaules plus légères. Un poids immense, invisible, que je portais depuis mon enfance, venait d'être levé. Ce poids était fait de culpabilité, d'attentes non satisfaites, du désir incessant d'obtenir une approbation qui ne viendrait jamais. Il était fait de la douleur de n'être jamais assez bien, jamais assez comme Lucas. Ce matin-là, en regardant le soleil se lever, j'ai compris que ce poids n'était pas le mien. C'était le leur, et je venais de le leur rendre. Il n'y aurait plus d'appels téléphoniques secrets pour aider à payer des factures qu'ils avaient oubliées. Fini de devoir mordre ma langue quand ils dénigraient mes réussites tout en profitant de leurs fruits. Fini de me sentir petite pour qu'ils puissent se sentir grands. Fini de mendier une reconnaissance qui ne viendrait jamais. J'étais libre. Vraiment libre. Cet après-midi-là, j'ai eu un rendez-vous. Pas avec un avocat ou un conseiller financier, mais avec la directrice d'une fondation lyonnaise que j'admirais depuis longtemps. Une fondation qui offrait des bourses à des étudiants brillants issus de milieux défavorisés, des jeunes sans soutien familial, qui devaient se battre pour chaque opportunité. Des jeunes comme moi, à l'époque. Nous nous sommes assises dans son bureau modeste mais chaleureux, et j'ai signé des papiers. Non pas pour transférer ma propriété, mais pour faire un don significatif, un don qui changerait la vie de dizaines d'étudiants pour les années à venir. Un don pour financer leurs études, leur logement, leurs rêves. La directrice, une femme à l'énergie communicative, m'a demandé s'il pouvait donner mon nom à ce nouveau programme de bourse. La bourse Chloé Moreau, a-t-elle suggéré. Pendant des années, j'avais toujours insisté pour que mes dons restent anonymes, par modestie, mais aussi par peur. Peur que ma famille ne le découvre et n'exige encore plus. Cette fois, j'ai souri, un vrai sourire, large et sincère. Oui, ai-je dit. Avec plaisir. C'était le moment de posséder ma réussite, ouvertement et fièrement, non pas pour me vanter, mais pour inspirer. La semaine suivante, lors de ma réunion de groupe de soutien, un petit cercle de confiance que j'avais rejoint il y a un an pour gérer le stress de ma vie professionnelle, j'ai partagé mon histoire. Parfois, la famille dans laquelle on n'est pas celle qu'on est censé garder, leur ai-je dit, ma voix claire et assurée.
J'ai perdu les gens qui auraient dû m'aimer inconditionnellement, mais j'ai découvert que ma valeur n'est pas déterminée par leur approbation. J'ai trouvé ma propre valeur, en moi-même. La marque rouge de la main de mon père avait disparu de ma joue, mais le souvenir restait. Non pas comme une cicatrice douloureuse, mais comme le symbole du moment où je m'étais enfin libérée. Parfois, il faut une gifle, au sens propre ou figuré, pour vous réveiller à la réalité. Et ma réalité, c'était que j'avais dépassé depuis longtemps la petite boîte dans laquelle ma famille essayait de me garder enfermée. Ma réalité, c'était ce panorama magnifique depuis ma fenêtre, une vue que j'avais gagnée, que je méritais, et que je ne partagerais désormais qu'avec ceux qui célébraient ma lumière, au lieu d'essayer de l'éteindre. Ma réalité était que j'avais survécu, et que maintenant, j'allais enfin commencer à vivre. Pleinement, sans excuse, et selon mes propres termes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Cette histoire, bien que douloureuse, est une histoire de force et de renaissance. La trahison familiale est l'une des blessures les plus profondes, mais rappelez-vous toujours que votre valeur n'est jamais définie par ceux qui ne parviennent pas à la voir. Construire des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité vitale pour votre santé mentale et votre bien-être. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous battre pour votre place au soleil, laissez un like pour montrer votre soutien. Partagez dans les commentaires une expérience où vous avez dû défendre vos limites. Chaque histoire compte, et ensemble, nous sommes plus forts. Abonnez-vous, car la semaine prochaine, je vous raconterai comment j'ai commencé à reconstruire un nouveau système de soutien, une nouvelle famille, avec des personnes qui célèbrent mes succès au lieu de les diminuer. Rappelez-vous, perdre des personnes toxiques est souvent la première étape pour se retrouver soi-même. Votre histoire est importante. Continuons à construire cette communauté ensemble.